Bonjour à tous, soyez les bienvenus sur le plateau de C'est le Sud et excellent début de semaine. Alors pour démarrer cette seconde semaine des vacances, on va vous présenter une magnifique exposition à découvrir en ce moment même au musée Granet d'Aix-en-Provence, exposition qui s'intitule Pharaon, Osiris et la momie. Et pour nous en parler, Bruno Elie, bonjour et bienvenue. Vous êtes le conservateur du patrimoine et directeur du musée Granet. Nous retrouverons également Marianne Morizot dans un instant qui nous présentera quelques animations prévues à l'approche d'Halloween, fête bien aimée des enfants. Voilà Marianne et sa sélection dans la région, activités et idées de sortie. Et puis, une journée très culturelle, finalement. Un lundi culturel. Ça va? Oui, ça va, très bien. Bon, présentation d'une des expos prévues dans le cadre de Manifeste à 13. C'est un petit coup de cœur pour une expo. Petit coup de cœur, voilà, on en avait parlé il y a quelques temps, beaucoup de propositions dans le cadre de cette biennale d'art contemporain. Vous en avez choisi une, on verra ça avec vous dans quelques minutes. Mais avant cela, on va se plonger dans l'Égypte ancienne qui est source, Bruno Elie, de fantasmes, de rêves, de voyages pour beaucoup d'entre nous. Comment le choix de cette thématique s'est-il fait justement pour le musée Granet d'Aix-en-Provence ? Oui, une collection égyptienne au musée Granet, ça pouvait paraître bizarre, mais en fait, cela s'explique d'un point de vue historique, puisque en fait, Aix a été la capitale de la Provence jusqu'à l'Ancien Régime, jusqu'à la fin de l'Ancien Régime. Et donc, de ce point de vue-là, nous avons eu à Aix des parlementaires qui édictaient des lois, qui avaient un certain pouvoir et qui surtout avaient aussi une volonté d'érudition. Et donc, ils avaient créé ce qu'on appelait des cabinets de curiosité qui étaient répandus dans toute l'Europe au XVIIe, au XVIIIe siècle, encore au XIXe siècle. Et dans ces cabinets de curiosité, il y avait tout ce que la curiosité humaine pouvait accumuler, à la fois d'un point de vue artistique, d'un point de vue scientifique, d'un point de vue historique. Et donc, dans ces cabinets de curiosité, il y avait des objets qui venaient de très très loin, venant d'une civilisation qui était quasiment inconnue, en tout cas très mystérieuse. Pensons que jusqu'en 1822, avec le fameux Jean-François Champollion, on n'a pas pu déchiffrer les hiéroglyphes. Oui. Donc c'est considérablement difficile pour un homme du XVIIIe, du XVIIe siècle de pouvoir savoir à quoi correspondait cette civilisation. Ensuite, quand on a pu déchiffrer les hiéroglyphes, on a commencé à rentrer dans une période vraiment d'études historiques de cette civilisation. Sinon, le mystère était total autour de ces petites amulettes, petites choses qu'on pouvait trouver, de ces sarcophages, de ces momies évidemment, que l'on faisait circuler au travers de la Méditerranée et qui arrivaient à Marseille. D'ailleurs, si Aix est si riche aussi avec cette collection, c'est parce qu'il y a eu justement cette arrivée de marins, de capitaines qui revenaient justement des portes de l'Orient et notamment de l'Égypte pour emmener ces objets et enrichir ces cabinets de curiosité. Et finalement, le musée Granet est très largement l'héritier de ces cabinets. Alors, qui étaient ces collectionneurs aixois à l'époque ? Très diversifiés. Il y avait des parlementaires, donc des érudits locaux. Il y avait notamment un personnage qui s'appelait Nicolas Fabri de Peiresc au XVIIe siècle, qui, lui, a tâtonné, parce que c'était encore une époque où on ne savait vraiment quasiment rien de la civilisation égyptienne, mais qui était quelqu'un qui avait déjà des objets égyptiens dans sa collection. Et on arrivait facilement à se les procurer, ces objets, à l'époque ? Ah, il fallait payer, évidemment. Oui, on pouvait les acheter, il fallait les acheter à ces marins, à ces personnes qui revenaient d'Orient et qui rapportaient un peu tout et n'importe quoi, puisque nous avons notamment comme objet symbolique dans une de nos vitrines de ces cabinets de curiosité une tresse de momie, dont on ne sait pas d'où elle vient, quelle date elle peut avoir, mais ça ne fait rien, c'était un objet de curiosité, justement. Bien sûr. Voilà. Et ces cabinets de curiosité, on y avait facilement accès ? Alors, ça n'était pas des musées, mais c'était un peu les ancêtres des musées, puisque les érudits entre eux, les personnalités, quand elles arrivaient dans une ville, on se devait de faire un certain parcours. Les Anglais, notamment, avaient appelé ça le Grand Tour. Et notamment, des personnes triées sur le volet, tout de même. Voilà, c'était des personnes triées sur le volet, ça n'était pas le tout venant, mais qui, effectivement, avaient la possibilité tout de même de venir s'informer, de venir découvrir ces collections. Et parmi, justement, ces visiteurs importants à Aix, on a eu quand même Jean-François Champollion. Mais oui, qui est passé deux fois, à deux reprises par Aix-en-Provence. Exactement, et deux fois. Parce qu'en fait, le grand spécialiste de l'Égypte, on le sait peu, n'est allé qu'une seule fois dans ce pays. En fait, en 1828, et il revient en 1830. Et à chacune de ses départs et arrivées, il va passer par Aix, et il va notamment visiter la collection de François Salier. Alors François Salier, c'est un
collectionneur typique, il est maire d'Aix-en-Provence de 1802 à 1806 et il va constituer une magnifique collection, pas simplement d'objets égyptiens, mais une collection de peintures, de dessins, de gravures et des objets égyptiens très importants, au point que de son vivant, dès 1816, il meurt en 1831, le Louvre va acheter une très belle pièce. Alors là aussi, il y a un milieu aixois très favorable. Auguste de Forbin, qui est le directeur des musées royaux, va acheter cette œuvre pour la faire rentrer au Louvre, parce qu'il la connaît bien, puisque lui-même est aixois et qu'il est ami de François Sellier. De quelle œuvre s'agit-il? Il s'agit de 2 prêtres de Ptah qui sont sculptés dans un bloc assez sombre. Qu'on retrouve dans l'exposition, qui est juste à côté du portrait d'ailleurs de François Sellier. Alors, est-ce que c'est le monsieur François Sellier, c'est celui que l'on voit, et celui qui est ici, effectivement, c'est Auguste de Forbin. D'accord. Alors, des œuvres splendides à découvrir justement au musée Granet. Les images défilent depuis tout à l'heure, depuis qu'on a plaisir à vous écouter justement autour de cette exposition. Alors, des œuvres assez rares, parmi lesquelles la momie d'un Varan. Je crois que c'est la seule momie de Varan connue au monde que possède le musée Granet. Oui, effectivement, les Égyptiens, dans le dernier millénaire de leur civilisation, ont adoré tous les animaux, oui. Des plus petits aux plus grands. C'est comme Fabienne. Et adorant tous les animaux, il y avait effectivement les animaux que l'on connaît bien, qui sont par exemple le taureau api ou par exemple aussi les chats, qui sont des animaux que l'on va adorer très largement dans l'ancienne Égypte. Mais dans le dernier millénaire, pardon. Quelle bonne idée. Mais oui, dans le dernier millénaire, on va tellement aimer tous les animaux que l'on va notamment momifier aussi les varans. Alors les varans, ce sont des grands lézards des bords du Nil qui mangent des rongeurs, qui sont finalement très, très bénéfiques et que l'on va conserver précieusement justement. Et puis on va les momifier. Et là, on a une très très belle momie avec un travail très soigné de bandeletage, justement la façon de mettre en place les bandelettes sur le corps de l'animal. C'est extrêmement précis, très soigné, un travail magnifique. Oui, oui. Et on peut trouver dans une deuxième partie de l'exposition, parce qu'il y a une première partie assez traditionnelle qui montre justement les objets dans leur réalité, et puis il y a à l'étage une partie plus didactique, de présentation justement avec des nouvelles technologies. Virtuelles même. Virtuelles, tout à fait, et notamment un écran sur lequel on peut consulter la tomographie. Alors tomographie, c'est un genre de radiographie en couleur et en 3D du Varan. Et on peut rentrer à l'intérieur de la momie sans avoir évidemment touché l'objet. C'était les avantages de notre civilisation moderne. Et donc d'avoir pu découvrir ce qu'il y avait à l'intérieur de cette momie. Et cet écran tactile permet de se promener, permet de voyager à l'intérieur de cette momie. Mais il y avait des momies de poissons. Alors là, on voit justement le Varan. Voilà, ça c'est le Varan. Ça c'est le Varan dont vous parliez à l'instant. Et on a enlevé les bandelettes de sa tête. Étonnée. Ah oui, les bandelettes ont été enlevées pour la partie de la tête parce qu'ils ont trouvé une momie. Mais ils ne savaient pas ce qu'il y avait à l'intérieur. La tomographie n'existait pas au XIXe siècle. Ils ont dû être étonnés. Et donc, ils ont été étonnés de trouver cet animal-là. Donc, ils l'ont laissé comme ça, en l'état. Et ils l'ont laissé. Et on a vu passer rapidement, alors moi, j'ai été assez surprise par ça, le cercueil de poissons, des carpes. Ce sont des carpes du Nil. Des cercueils en bois, très bien dessinés. Donc, on les voit là, dans la vitrine, elles sont sur la gauche. Voilà. C'est assez étonnant de découvrir ce Et là, genre ce détail que l'on voit aussi. Notamment, c'est un ibis. Alors, ce n'est plus un poisson, mais c'est un oiseau. Ce grand oiseau échassier avec ce bec recourbé. Le dieu Thoth ressemble d'ailleurs à un ibis, qui est un des grands dieux du panthéon égyptien. Et là, notamment, par exemple, ce sont ce qu'on appelle les oucheptis, qui sont des toutes petites figurines. Et quand on était un personnage important, on avait beaucoup de ces figurines parce qu'elles devaient remplir tous les travaux de la vie après la mort. Je ne connaissais pas ce détail-là et ça m'a fait sourire parce qu'effectivement, alors je ne sais plus, c'était Séti Ier qui s'était fait, je crois, enterrer avec 400 au moins serviteurs pour pouvoir assurer les travaux agricoles à sa place, voilà, dans l'au-delà. Comme quoi, finalement, être un petit peu fainéant n'est pas nouveau. On a vu passer, bien évidemment, la momie, le sarcophage magnifique, alors un travail aussi d'une facture exceptionnelle qu'on peut découvrir au musée Granet en ce moment. Et curieusement, d'ailleurs, cette momie a une particularité, c'est que cette momie, elle est 200 ans plus vieille que le sarcophage. Ah bon? Et comment est-ce possible? Lorsque M. Bourguignon de Fabregoul, qui était un parlementaire de la fin du XVIIIe et du début du XIXe siècle, va acheter ce sarcophage, la momie est à l'intérieur et il ne se pose pas de questions. Et puis, plus récemment, quand je dis plus récemment, c'est 1995 de notre ère, nous avons fait une radiographie et on s'est aperçu que c'était une momie de femme. Une momie de femme. Inconnue, et le sarcophage
inconnu. Et le sarcophage est un sarcophage d'homme, d'un certain taille 10, avec notamment l'emplacement de cette fameuse barbichette postiche que tous les hommes portaient. On l'aurait transféré dans un sarcophage. Il y a eu un transfert de momies dans ce sarcophage, on ne sait pas à quelle époque. Peut-être lors des fouilles alors. Alors, vraisemblablement au moment de fouilles, de découverte, il y avait d'un côté une momie, de l'autre côté un sarcophage vide. Eh bien, on a mis la momie dans le sarcophage. C'est pratique. Puis, pire que ça, avec le carbone 14, qui est cette façon de pouvoir dater à 50 ans près, mais quand on est sur 3500 ans d'histoire, pas très important, eh bien, on s'est aperçu que cette momie avait à peu près 900 ans avant Jésus-Christ, datée de 900 ans avant Jésus-Christ. Incroyable. Donc ça veut dire qu'entre la momie de 900 ans avant Jésus-Christ et le sarcophage de 700, 600 ans avant Jésus-Christ, il y a au moins 2 siècles qui les séparent. D'accord. Particularité. Incroyable. On devrait faire la visite guidée en votre compagnie, Bruno Elie. Hein. Avec plaisir. Revenez, puisque vous m'avez dit que vous aviez déjà vu l'exposition, mais on le fera avec grand plaisir. Et puis tout autour de ce sarcophage, on a le livre des morts. Ça aussi, c'est une particularité. C'était un livre qui était un recueil de prières, de litanies particulières. 18 mètres de long, pardon, 18 mètres de long. Pour protéger le mort, le défunt, et qui mesure 18 mètres de long. En l'occurrence, c'est un papyrus, donc un rouleau de papyrus, cette matière végétale qu'on utilisait pour écrire dans l'ancienne Égypte, et qui se trouvait soit dans la momie elle-même, soit dans un récipient à côté du sarcophage. Et ce papyrus, une fois déroulé, mesure 18 mètres de long, ce qui est considérable, ça fait tout le tour de la salle. Et il est à la fois avec du texte et à la fois aussi avec des dessins. Oui, c'est formidable. Les animaux notamment, dont il faut écarter la personne enterrée, momifiée, puisqu'elle pourrait être nocive justement à son développement dans l'au-delà. Les animaux méchants, par exemple. Hein. Ouais, c'est incroyable. Il y a des animaux méchants qui symbolisent effectivement tout ce qui est négatif. Et puis, il y a des dieux plus positifs. Bien et dans les dieux positifs, il y a Osiris. Osiris, c'est le dieu des morts qui domine l'ensemble de scènes le plus souvent. Et il y en a une notamment qui est le tribunal, voilà, qui est une des scènes les plus grandes représentées dans ce livre des morts. Et là, on a la défunte, parce qu'en fait, ce livre des morts est un livre des morts pour une femme, qui s'appelle Tabahaket, la dame Tabahaket, qui va donc faire des prières pour pouvoir accéder à la vie éternelle. Et pour ça, on va peser son cœur. Dans de bonnes conditions. Dans de bonnes conditions. Et pour ça, on va peser son cœur. Et pour peser son cœur, on va poser donc son cœur dans le fléau de la balance, et puis de l'autre côté, on va mettre une plume. Alors, ça paraît une plume parce que c'est le signe hiéroglyphique qui veut dire la vérité. Et donc, si le cœur est équilibré avec la vérité, elle a droit à la vie éternelle. Et Thoth, le fameux dieu à la tête d'ibis, va inscrire son nom. Sinon, il y a un genre de gros hippopotame, mélange de lion, d'hippopotame, qui est là pour dévorer le défunt. Ça n'arrive jamais, mais ça n'arrive jamais parce que le livre des morts est ainsi bien fait qu'il va protéger le défunt. C'est formidable. Merci Bruno Elie. Allez découvrir cette exposition jusqu'au 14 février donc au musée Granet d'Aix-en-Provence. Il y a encore plein d'autres choses à découvrir. Le premier étage notamment, qui est davantage, on en a parlé brièvement, interactif et destiné aussi au jeune public. Merci mille fois. On vous aurait écouté jusqu'à demain, après-demain. Mais bon, malheureusement, on n'a pas le temps. Il faudra laisser aux téléspectateurs le soin de découvrir cette expo. Allez, vous le savez, donc c'est la seconde semaine des vacances qui démarre aujourd'hui même. Et puis, qui dit vacances dit activité, idée de sortie. Et il y a Halloween, le 31 octobre. Halloween, une fête qu'affectionnent particulièrement les plus jeunes. Voilà quelques idées avec Marianne Morizot. Bonjour Marianne. Bonjour Alexandra. Alors, une chronique aujourd'hui en lien avec une fête qui s'est bien implantée en France, mais qui nous vient des États-Unis à la base, il me semble. Exactement. Enfin, après, si on repart vraiment de l'origine exacte, c'est plutôt côté celtique, avec le passage, le changement de saison aussi, l'équinoxe, etc. Enfin, il y a beaucoup de différents liens, mais c'est vrai qu'on connaît plus sous la version américaine, donc de Halloween. Donc en France, c'est vrai que les avis sont assez partagés. Est-ce que ça prend pas, mais en tout cas, il y a toujours, même si vous n'adhérez pas forcément à cette philosophie, il y a quand même toujours des activités pour les enfants, et c'est toujours un prétexte pour s'amuser. Et je pense que c'est l'esprit qu'il faut garder, c'est l'idée des enfants, du plaisir des enfants à se déguiser, à se faire peur. Et d'autant plus qu'ils sont encore en vacances, les enfants, là, toute cette semaine. Donc, c'est l'occasion de profiter des animations en lien avec cette fête, bien sûr.
Exactement. Alors, c'est aussi l'occasion de sortir en famille, de faire des activités. Alors, d'abord, ce que j'avais envie de vous proposer, c'est du côté du pôle d'activité d'Aix-en-Provence, le pôle d'activité d'Aix-les-Milles au Gulli Park, qui propose une soirée forcément esprit hanté, une soirée à se faire peur. Alors, une soirée courte, forcément, coronavirus oblige. Voilà, ça va être du 18h, 20h30. Donc, on vient bien sûr déguiser. Donc, c'est pour les enfants à partir de 5 ans. Ça va être 10 € pour les adultes et 19 € pour les enfants. Et pour ce prix-là, donc, votre enfant va pouvoir se défouler dans ce grand espace. Il y a des animations prévues. Il y a aussi un repas Burk qui est aussi inclus. Voilà, des jeux concours, des petits ateliers. Voilà, pour cette traditionnelle soirée à se déguiser et à se faire peur. D'accord, bon, sympa. Ça, c'est quel soir, vous nous avez dit? C'est le samedi, le 31. Vraiment le samedi soir. Voilà. Donc, deuxième idée plus classique pour occuper, par contre, vos enfants pour cette semaine qui arrive. C'est une boutique qui s'est installée à Saint-Mittre-les-Remparts qui s'appelle Les Jouets Français. Donc, vous en doutez, ils mettent en avant que du Made in France, donc que des beaux objets. Et ils ont aussi une partie atelier où ils accueillent les enfants à la demi-journée ou à la journée. Et là, je trouve qu'il a aussi rivalise un petit peu d'ingéniosité pour occuper nos chères têtes blondes, puisque vous allez avoir des activités scientifiques, manuelles, culinaires. Alors, je vous donne quelques petits exemples. Vous allez, par exemple, tenter de rétablir la circulation d'un vampire. Alors, je ne sais pas comment, mais eux apparemment, sauront le faire. Vous allez fabriquer un chaudron chocolaté. Vous allez faire également des potions magiques, créer des chauves-souris, des squelettes animés. Voilà. Donc, toute la journée va être bien occupée avec vos enfants. Là, c'est de 4 à 11 ans. La demi-journée, c'est 20 €. Donc, il y a une collation qui est offerte le matin et l'après-midi avec des produits bio et ou locaux. Et par contre, si vous prenez à la journée, il faut emporter votre pique-nique forcément au vu du contexte actuel. Et il faut compter à peu près 10 enfants pour un animateur. Et bien sûr, c'est sur réservation. Le planning est sur leur page Facebook également. Donc, n'hésitez pas à voir ce qui peut intéresser votre bambin. D'accord. Ensuite, est-ce qu'on a autre chose? Voilà, alors nous partons maintenant à Marseille. Alors, c'est un lieu qui est bien connu des Marseillais, le château de la Busine, qui organise plein d'activités, que ce soit pour les petits et les grands. Et donc là, en période de vacances scolaires, là aussi, ils proposent des ateliers alors qui vont être plutôt tournés vers l'art et aussi vers les jeux. Donc là, vous allez avoir de la comédie musicale, des jeux énigmes, du cinéma. Donc, il y a une prise en charge à la journée, 9h, 17h, c'est 23 €. Là, c'est pareil, c'est sur inscription obligatoire au préalable. Donc là aussi, toutes les infos sont sur leur site internet. Et pour la tranche d'âge, c'est du 6-12 ans. D'accord. Et voilà. Toute la journée, c'est bien. C'est comme si, du coup, les parents peuvent s'occuper autrement. C'est comme si les enfants étaient à l'école. Exactement. Si vous avez, si même eux ont envie de tester effectivement la comédie musicale, ça peut être une bonne idée, au moins une journée de leur faire ce genre d'activité. Et le point d'orgue, ça va être le spectacle de la en fin de semaine, un spectacle d'Halloween qui cette année, c'est Merlin l'Enchanteur, le miroir maudit. Et là, vous allez partir en Bretagne, vraiment aux sources d'Halloween, et vous allez être avec Morgane, Lancelot, tous les chevaliers de la table ronde. Donc là, c'est pareil, c'est sur réservation obligatoire. C'est 11 €, 13 €, et vous avez des spectacles mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Voilà. Donc là, vous avez de quoi passer toute la semaine. Si vous voulez juste vous construire sur le spectacle, il y en a tous les jours. Bon, génial. Et voilà, et là, on change un côté un petit peu plus culturel. Là, je vous amène un petit peu plus loin, mais ça peut être sympa pour une journée. C'est dans le Luberon, au musée de la Lavande, à Cabrières d'Avignon, où le samedi 31 octobre, donc journée d'Halloween, ils proposent des visites mystères. Donc, c'est sur réservation le matin et l'après-midi. Et en tout début d'après-midi, c'est un atelier sensoriel avec filtre de sorcière. Voilà, ce qui donne plutôt envie, ce qui en tout cas piqué ma curiosité. Les enfants vont également faire des petits sachets de lavande avec une petite décoration hantée. Et pour toute entrée achetée, vous avez une entrée offerte. Bon,
Très bien. Et des petits prix 4 à 7 euros. Donc là, je pense que voilà, on peut se faire une petite journée dans notre Provence. Et pour terminer, eh bien, je voulais aussi parler de tous ces parcs qu'il ne faut pas oublier, qui aussi se démènent pour faire des belles animations. Donc, je pense à Okikora, la Cuche les Pins. Il y a un très beau spectacle autour de la thématique d'Halloween, de la fête des morts. Vous avez aussi Grimland à la Roque d'Enterron. Vous avez le Magic Park en Suez et à Redon. Donc, n'hésitez pas aussi à passer une journée dans les parcs de notre région. On va forcément avoir une belle journée dans cette semaine, donc profitez-en. Et aussi les spectacles, les théâtres. Allez voir les théâtres près de chez vous. Il y a forcément des spectacles sur ce thème-là ou la magie cette semaine. Donc, pensez-y. Bon, génial, le message est passé. Moi, j'ai testé Hockey Coral, tiens, en période d'Halloween. C'est vraiment très joli. La décoration est à la hauteur des espérances des enfants, je pense. Voilà, c'est vraiment chouette. Donc, voilà, pour les autres, je peux pas témoigner. En tout cas, oui. Donc, c'est plutôt sympa d'aller y faire un tour. Voilà, bonne ambiance au rendez-vous. Merci Marianne. Et pour toutes ces idées, n'oubliez pas d'y aller déguisé, c'est encore plus marrant. Oui, c'est encore mieux, voilà. Déguisez-vous. On n'hésite pas à sortir tous ces accessoires, parents, enfants, allez-y déguiser. Souvent, il y a des petits cadeaux à la clé aussi. Carrément. Merci Marianne pour tous ces bons conseils. On vous embrasse, on vous retrouve la semaine prochaine. Ciao. À la semaine prochaine. Bonne semaine. Et voilà pour les idées de Marianne. Allez, une autre exposition, tiens Fabienne, en ce lundi. Alors, toute autre chose. Revenons à Manifesta. Oui, beaucoup plus contemporain, oui, voilà, comme forme d'art. Oui, contemporain, mais qui fait appel à des choses comme ça qui peuvent puiser loin dans le passé. Donc, Manifesta, cette biennale itinérante qui se déroule à Marseille, qui a eu des aléas avec la crise sanitaire que nous connaissons, et jusqu'en novembre, qui propose plusieurs dizaines de projets, et dont celui dont je vais vous parler aujourd'hui, qui s'appelle Real Utopias, et qui se déroule dans une petite galerie qui est en haut de la rue de Paradis, qui s'appelle Maison RSC. Et c'est un projet que je trouve particulièrement intéressant. Donc ça se déroule dans le cadre des Parallèles du Sud. Ouais. Et c'est quand même une des expos qui a été retenue parmi 360 projets. Vous savez que j'aime bien les chiffres. Oui, mais c'est bien parce que ça parle aussi, les chiffres parlent d'eux-mêmes. 360 projets. Oui, 360 projets. Et combien finalement de il y en a eu 80 qui ont été retenus, 86 et 360 qui étaient en lice. Bon. Alors c'est une exposition qui est finalement le second thème d'une première qui avait eu lieu à la Biennale de Venise en 2019, qui s'appelait Looking for Utopia. Et donc là, c'est une expo un peu un ovni pour moi, en tout cas qui suis une néophyte, parce que ça parle de l'utopie. Et c'est des artistes qui ont travaillé finalement sur ces territoires imaginaires. Ça laisse cours à justement l'imagination, voilà, et qui essayent de penser le monde autrement. Alors ils vont penser le monde autrement, on va trouver des vidéos, des sculptures, des peintures, des installations, différentes. Il y avait des performances qui étaient prévues mais qui n'ont pas pu avoir lieu, contexte oblige. Et voilà, c'est cette façon dont ces artistes contemporains vont se saisir d'un nouvel imaginaire. Pour nous faire réfléchir, finalement. Pour nous faire réfléchir, pour nous faire rêver. Alors il y a des artistes, beaucoup d'artistes italiens, certains français, certains très connus, comme Yann Fabre dont on parlait tout à l'heure, qui présente une espèce d'immense Madone avec des paillettes comme ça, c'est assez spectaculaire. L'artiste française Orlan aussi, qui est très connue pour son intervention sur son corps, qui était assez novatrice, des opérations de chirurgie, des performances carrément. C'est la Madone dont vous parliez tout à l'heure. Qu'est-ce qu'elle tient, un poisson ? Un poisson. D'accord. Un poisson. Alors, vous voyez, de nos jours aussi, finalement, c'est comme les Égyptiens, on voue un culte aux animaux. Moi, ce que j'aime particulièrement, c'est que vraiment, ça laisse libre cours à l'imagination, à la perception de chacun. Et c'est fait appel à des thèmes très contemporains, l'immigration, les frontières, l'écologie. Il y a un lien avec l'actualité. Il y a un lien avec l'actualité. Et ça rapporte aussi finalement aux enjeux de Manifesta, qui veut de plus en plus travailler comme une biennale qui agit avec les citoyens, qui interroge et en concertation. Est-ce que vous êtes sensible à cette forme de proposition, cette forme d'art, Bruno Elie, justement ? Oui, je pense qu'il faut être ouvert à toutes les formes d'expression, qu'elles soient les plus anciennes, 3500 ans avant Jésus-Christ, ça fait donc 5000 ans aujourd'hui que la civilisation égyptienne nous intéresse, et l'art d'aujourd'hui est évidemment à prendre en compte. L'art conceptuel a sa propre, je dirais, à la fois difficulté et qualité. La difficulté, c'est que parfois il est un peu hermétique, un peu difficile d'accès, on va dire, voilà. Mais
l'avantage aussi, c'est qu'il donne à réfléchir. Et je dirais que l'art, de manière générale, doit donner à réfléchir. Après, on peut avoir une satisfaction esthétique, on peut avoir un goût qui nous porte plus pour certaines parties de création, mais en tout cas, il faut avoir cette curiosité. Et je pense que l'art est le meilleur moteur pour développer cette curiosité. Tellement bien. Je n'ai plus rien à dire, merci. Je m'incline. Non, allez voir cette exposition, elle est formidable. Je n'ai pas parlé de tous les artistes qui étaient là. Jusqu'au 30 novembre. Les commissaires d'exposition italiennes, Bianca Cerina Ferroni, pardon pour mon accent, Alexandra. Bianca Ferrina Cerroni, non? Voilà. Et Mélanie Rossi, on fait un travail formidable, ça donne à réfléchir, ça fait pas de mal. Oui, bien sûr. Et puis c'est toujours bien, moi je trouve, de voir des expositions aussi qui présentent de multiples propositions, différents artistes. Voilà, comme ça on a des regards un petit peu différents c'est sur un même thème. Mais oui, bon, allez découvrir cette expo donc jusqu'au 30 novembre de Galerie RSC. Maison RSC, très bien. Merci mille fois Bruno Elie d'être venu nous présenter cette splendide expo à découvrir au Musée Granet jusqu'au 14 février, Pharaon, Osiris et la momie. Demain, nous nous retrouverons pour une émission spéciale sur les problématiques rencontrées dans le monde du cinéma et de la culture depuis le début de la crise. Rencontre donc avec des professionnels de ce secteur très largement impacté. Merci beaucoup, portez-vous bien, bon début de semaine à tous et puis on se retrouve demain, on compte sur vous, on vous embrasse. Ciao, ciao.